il me dit bon, début Arca, mais comme vous avez fait beaucoup de Arca, maintenant je vais devenir chef d'autodéfense. Voilà, vous allez faire une deuxième chose. 5 autodéfenses. Alors, 5 autodéfenses, ah bon. Sidi Yaya, donc c'est dans la montagne. Alors je voyais la mer, du poste, alors il me met dans la gîte, on part, et puis on prend un chemin qui nous mène jusqu'au poste. Vous avez quelques maisons, un poste avec une tour, hein. Et je voyais la mer au fond. Et donc les 5 autodéfenses étaient dans le carré 35 toujours, une autodéfense. Alors je vais expliquer ce que c'est. Pour essayer à la fois de protéger la population dans l'arrière-pays du FLN, et dans le même temps d'assurer sa protection, donc, et aussi la sécurité et la surveillance, il faut appeler les choses par leur nom, les gens du village étaient regroupés, parce qu'ils étaient dispersés, c'était des agriculteurs. Les dispersés, on les avait regroupés dans des structures qu'on appelait autodéfense. Et je vais expliquer ce qu'on y faisait. Et donc, moi, voilà, patron d'autodéfense. 5 autodéfenses, très excentrés. Et donc, ma première volonté, c'était de les rencontrer souvent. Il fallait qu'ils me voient souvent. Et donc, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, hein, et donc, je terminerai par une anecdote après. Et donc, voilà le deuxième métier. C'est-à-dire que les autodéfenses étaient en zone interdite. Qu'est-ce que c'était? Ce qu'était une zone interdite, c'était une zone dans laquelle il ne fallait pas se déplacer. Parce que la personne qui se déplaçait était considérée comme, entre guillemets, un ennemi. J'aime pas le terme, disons. Et donc, je capahutais, j'allais voir les autodéfenses à pied, hein, parce que je ne vais pas prendre de gîte. Hein. Et donc, et un jour, pour me tester, quand je suis arrivé, l'un des jeunes du fort, là j'avais beaucoup plus d'Européens avec moi, hein, il y avait le village, il y avait le fort, le petit fort, et puis donc on avait des relations à village, hein, qui redescendaient, il était à proximité, et donc j'avais des Européens, j'avais des harkis, hein, et à la tête de ces harkis, il y avait un adjudant-chef qui avait fait l'Indochine, et qui m'a apporté beaucoup en termes d'expérience. Alors, des anecdotes qui me sont... J'ai toujours ciré mes chaussures. Et donc un jour... Non, mais c'est vrai, il y en a qui ne savent pas leurs chaussures. Alors je raconte cette anecdote parce qu'elle est très importante. Et donc je prends mes chaussures de crapahut, là, puis je me mets à les cirer. Ah, je vois arriver l'adjudant-chef comme un boulet de canon. Il me dit, mon lieutenant, n'en fais pas ça. Je vais le désigner un tel. Je dis, non, mes chaussures, je les cire moi-même. Je ne veux pas donner ça, parce que dans ma tête, donner mes chaussures à quelqu'un, c'était un symbole que je ne peux pas accepter. Donc je cirais mes chaussures. Et donc, première anecdote. Deuxième anecdote, ils ont voulu me tester physiquement. Et donc, à la suite d'une sortie, parce que je faisais une sortie, hein, je ne restais pas dans le fort, en dehors des autodéfenses que je voyais, je sortais, on faisait du ratissage, on suivait des instructions. Et je plaignais le radio qui était un homme un peu plus âgé que moi, qui m'a profondément marqué. Et je vous dirai pourquoi. Et donc, à l'issue d'une sortie, j'étais crevé, j'étais fatigué. L'un des clercs de pointe se met à courir. Et on dit, mon lieutenant, je vais arriver avant toi au fort. Alors je raconte tout ça parce que ça dénote un état d'esprit. Moi, stupéfait, le temps de réagir, il avait pris déjà quelques mètres. Sauf que lui avait un garant, c'est-à-dire un fusil beaucoup plus lourd, et moi j'avais un fusil US, plus. Et puis j'avais pas de choses supplémentaires sur moi. Et puis j'avais 20 ans, 21 ans, et donc je l'ai rattrapé, je l'ai dépassé, alors les autres se sont moqués de lui, gentiment. Mais je veux dire, il y avait une situation de test pour voir si physiquement vous étiez capable de tenir au soleil, voilà. Voilà, il y a encore une anecdote qui m'a fait sourire. Je les aimais beaucoup. Vraiment, et c'est aujourd'hui, ça me fait quelque chose. Voilà. Anecdote. Un jour, on me dit, il y a une femme qui a un problème terrible. Elle s'était comment dirais-je, elle avait mis une broche ou qu'il y avait un truc, elle s'était percé le tympan. Et la maman, parce que la maman, la mère du mari, surveille, est responsable de la femme qui reste. Le mari qui était harki. Et donc, comme il était harki, je lui dis, il faut faire soigner
cette femme, parce qu'elle avait le début de... donc que le médecin puisse venir, etc. Donc il a fallu respecter la tradition qui consiste à faire en sorte que moi j'arrive à convaincre qui convainc sa mère, etc. Il y a tout un ensemble de respect dans la relation qui fait que le médecin a pu intervenir après les accords, le chef de défense, la maman, le mari. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Mais la maladie n'attend pas. Et moi, mon inquiétude, c'est qu'elle perde une partie de l'audition. Donc, voilà les différentes responsabilités, parce que c'est partie de ma responsabilité, d'éviter que cette tradition de respect de la femme ne soit, comment dirais-je, transgressée. Et donc j'étais avantagé parce que moi j'étais né en Tunisie, dans un pays où je savais qu'il y avait des règles à respecter, qu'il y avait les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, le rôle de l'homme,